Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ces exposés. Donc j'ai beaucoup de questions. La première sera assez simple en ce qui concerne Monsieur Roch. Vous avez fait un exposé qui était à la fois juridique et éclairé. Est-ce que vous pourriez nous prêter, nous donner une copie de vos notes, parce que vous avez fait référence à un certain nombre de dispositions légales et réglementaires, et je pense qu'on serait bien inspiré de regarder de plus près de quoi vous parlez. Nous ne sommes pas tous dans les mêmes commissions, et nous avons probablement les uns ou les autres manqué cette disposition qui a dû être votée sans qu'on se rende compte, puisqu'on n'est pas toujours en séance sur ce genre de texte. Donc je crois que vos notes seraient de ce point de vue précieuses et probablement utiles à l'ensemble de vos collègues. La deuxième chose, vous mentionnez des financements étrangers. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ils transitent parce que vous savez qu'en ce qui concerne l'islam, on avait cette fondation pour les œuvres de l'islam de France avec une hypothétique organisation qui aurait permis la transparence, parce qu'en réalité, les fonds venus de l'étranger ne posent pas tant de problèmes. Un, s'ils ne sont pas corrélés, et deux, s'ils sont transparents. Donc ça fait deux conditions qui sont cumulatives et non pas alternatives. Donc est-ce que vous pouvez me dire comment les financements transitent? La deuxième question est pour Monsieur Buchinger. Alors là, j'en ai plusieurs. La première, c'est l'organisation des listes électorales, puisque vous avez parlé à plusieurs reprises d'élections. Comment est-ce que sont composées les listes électorales pour le consistoire ou les consistoires régionaux? Parce que c'est relativement important. Vous avez quelque part une organisation idéale en ce qui concerne la représentativité et l'élection. Et manifestement, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais avoir une idée, si vous l'avez, si vous pouvez nous la donner, du montant que représente le département cache-route et viande cachère, parce que ça nous permettrait d'avoir aussi une comparaison. Comparaison n'est pas raison, mais en même temps, en termes d'abattage, il y a quand même des liens extrêmement forts avec l'abattage rituel musulman, avec la certification, avec, même si c'est pas exactement identique, il y a quand même là beaucoup de points de comparaison qui pourraient être utiles à nos travaux. Pour le reste, je n'ai pas beaucoup de questions, sauf à dire qu'à Aubry-le-Pantoux, nous avons un temple dans l'Orne. Nous avons un temple, le Dalai Lama était venu d'ailleurs le visiter. Pour le reste, j'ai pour l'instant pas trop de questions à vous poser, mais ces deux points m'intéresseraient beaucoup en termes de comparaison, parce que vous voyez bien que la difficulté dans le cadre de la mission, c'est d'essayer d'avoir une idée précise de la façon dont les choses sont organisées, parce qu'à la fois l'État ne peut pas intervenir dans l'organisation, et à la fois il intervient quand même à un moment ou à un autre, que ce soit fiscalement ou que ce soit pour des règles dont vous venez de nous dire à quel point elles pouvaient perturber le fonctionnement qui serait un fonctionnement normal, parce qu'il est parfaitement évident que si vous pouvez recevoir des dons, des legs et bénéficier de revenus de l'immobilier, ce sera quand même beaucoup plus simple pour le financement que si vous ne pouvez pas le faire. Donc pour l'instant, ce sont mes deux premières questions. Merci Madame la Présidente. Alors, peut-être que M. Roch pourrait être dans l'ordre de vos questions, puis M. Buchinger. Alors, en ce qui concerne les financements de construction d'édifices de culte par des églises étrangères, les églises envoyaient les dons qu'elles avaient recueillis directement aux églises de France. Directement. Maintenant, il y a une fondation du protestantisme qui a été créée et reconnue d'utilité publique en 2001, qui a d'ailleurs un peu été utilisée comme modèle pour l'autre fondation à laquelle vous faisiez allusion. Et celle-ci a reçu, ou plutôt va recevoir, des dons venant de fondations américaines pour le même objet. Mais c'est un projet récent. C'est donc un développement nouveau en la matière. Quand je peux commencer aussi à répondre à votre deuxième question sur les listes, parce que c'est une question qui s'est posée pour les protestants dès 1852, puisqu'en 1852, il y a eu un décret qui a créé le suffrage universel masculin, certes, mais c'était un début. Il est devenu féminin dès 1906, et donc depuis 1852 puis 1906, il y a dans chaque association cultuelle une liste de membres, et c'est à partir de cette liste de membres qu'ont lieu toutes les élections dont j'ai parlé également.
Merci. Donc, en préambule, j'indiquerai que le consistoire central et les différents consistoires régionaux ne bénéficient d'aucun financement étranger. Donc, c'est une précision que je souhaitais apporter. En ce qui concerne les membres des différents consistoires, ce sont des adhérents qui versent une cotisation. Cette cotisation est d'un montant minimal de 60 €. Le Shabbat, lors des offices religieux, des personnes sont appelées à la Torah et sont amenées à faire des dons. Ces dons, précisément, leur permettent de devenir adhérents du consistoire de Paris, de Marseille, de Lyon, de Strasbourg. Donc ce sont des adhérents qui sont amenés à faire des dons dans le cadre des offices religieux et qui décident de leur propre initiative, en dehors des offices, de devenir membres en versant cette cotisation de 60 €. C'est ainsi que pour Paris et la région parisienne, qui regroupe environ 300 000 personnes de confession juive, les adhérents sont au nombre de 35 000, c'est-à-dire grosso modo 10% des usagers des différents services du consistoire. Et vous me posiez une autre question, à savoir quelle était la quote-part de la taxe sur l'abattage rituel dans le budget du consistoire. Elle est importante. Elle représente entre 30 et 35% des ressources, notamment du consistoire de Paris. Ah oui. Notre veillante administrateur me rappelle que sur l'élaboration de la liste électorale, donc la liste électorale c'est assez simple, dans ces cas-là c'est simplement la liste des membres de l'association qui ont versé leur cotisation, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc ça permet Et ça permet effectivement d'élire, notamment pour le consistoire de Paris, d'élire les membres du conseil d'administration qui sont au nombre de 26. Donc ce sont les adhérents, les membres cotisants qui élisent les 26 membres du conseil qui eux-mêmes éliront le président du consistoire de Paris, pour prendre l'exemple de la CIP. Alors c'est différent pour ce qui concerne le consistoire central. Là, vous avez 300 grands électeurs, une trentaine de rabbins, 270 laïcs environ, qui eux procèdent donc à l'élection du président du consistoire, du grand rabbin de France et des membres du conseil du consistoire central. J'avais une petite question également, plus particulièrement à M. Béchinger, concernant donc l'abattage rituel et la taxe. Est-ce que vous pourriez nous indiquer comment les choses s'organisent? La taxe est-elle perçue à la vente de la viande? Est-ce qu'elle est calculée ou estimée à un autre moment? Et également, qu'en est-il, comment les choses s'organisent aussi sur la certification, l'agrément donné à ceux qui peuvent donc procéder à cet abattage rituel? Alors, la taxe, elle est calculée au kilo de viande. Elle est versée par les chevillards, donc les grossistes en viande. Et les délégués qui sont chargés donc de l'abattage rituel sont des personnes qui bénéficient d'une formation extrêmement sérieuse, longue, et ce sont des gens expérimentés. Ce ne sont pas des gens qui vont s'improviser dans l'abattage rituel, ce sont des gens qui, avant de pouvoir procéder à cet abattage, ont fait des études extrêmement longues et minutieuses, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Je voudrais préciser, si vous le permettez, au niveau de l'abattage rituel, un problème dont on parle beaucoup. La Torah comprend 613 commandements. Et parmi ces 613 commandements, il y en est un qui est l'interdiction de faire souffrir l'animal. Et c'est précisément la raison pour laquelle cet abattage rituel
a été instauré depuis les origines dans le but de ne pas faire souffrir l'animal. Alors, il y a des débats, je les ai suivis, j'y ai même participé avec le grand rabbin Fison qui a l'avantage d'être à la fois grand rabbin de la Moselle et médecin vétérinaire. Le but de cet abattage rituel, ce qu'on appelle en hébreu la shrita, est précisément d'éviter autant que faire se peut la souffrance animale. J'ai une question qui s'adresse à chacun d'entre vous. Vous avez mentionné les uns ou les autres les origines alsaciennes. C'est dommage que mon collègue, qui est co-rapporteur, je dirais à dessein, puisque le co-rapport par quelqu'un qui bénéficiait du statut concordataire nous semblait important pour avoir une vision vraiment globale de la situation. Les uns et les autres avaient indiqué que, évidemment, la laïcité ne posait strictement aucune difficulté. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous pensez que les choses sont plus simples sous un régime concordataire ou pas, parce que certaines des personnes qu'on a entendues estimaient que éventuellement le régime concordataire semblait évidemment un système plus performant, plus simple pour régler un certain nombre de problèmes, et évidemment certains rattrapages en fonction de religions qui seraient sur notre territoire depuis moins longtemps que la religion catholique ou que la religion juive ou protestante ou orthodoxe, enfin pour avoir un certain rattrapage en fonction de ce qui s'est passé un peu avant la loi de 1905. Donc quel est votre sentiment sur ce concordat? J'ajoute que le dialogue interreligieux en Alsace, et ça on l'a vu dans le cadre d'une autre mission, avait notamment permis une appréhension, notamment dans les écoles, de la minute de silence après Charlie, qui s'était passée, nous a-t-on dit, beaucoup mieux qu'ailleurs, et où il n'y a pas eu d'incident. Donc ce fait religieux à l'école, en tous les cas dans le cadre concordataire et celui-là uniquement, semble quand même apporter un certain nombre d'apaisements, en tous les cas, et probablement lutter contre l'ignorance qui est quand même en général notre pire ennemi. C'est pour ça que nous sommes là. Est-ce que je pourrais avoir votre avis sur le sujet? Effectivement, je crois que l'enseignement laïque du fait religieux est quelque chose de très important. Et on ne peut que regretter d'ailleurs les retards qui ont été constatés pour sa mise en place dans la France de l'intérieur, pour faire la comparaison. Mais le problème de l'Alsace et de la Moselle et des religions qui ont un statut, parce que le concordat ne concerne que l'Église catholique, pose le problème de l'égalité, puisque les religions qui en bénéficient en sont très contentes, et on ne peut qu'en prendre acte, mais celles qui n'en bénéficient pas font remarquer que la situation n'est pas conforme au principe de la Constitution, qui est l'égalité des citoyens. Et c'est là la difficulté de l'avis qui a été rendu par le Conseil constitutionnel, c'est qu'il a dit expressément que le régime actuel ne pouvait pas être étendu. Ça veut dire que le régime actuel est un régime qui est cristallisé et qui ne saurait être étendu, d'après ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, à d'autres religions. Or, ça concerne les musulmans, mais ça concerne aussi les églises évangéliques, qui ne bénéficient pas de ce régime, qui ne concerne que les luthérans réformés en Alsace. Donc c'est à la fois positif. Ce qui est gênant, c'est qu'il ne soit pas possible de l'étendre à l'ensemble des cultes concernés. Si vous le permettez, moi qui ai vécu en Alsace durant une vingtaine d'années, j'ai pu constater que ce régime concordataire était un régime favorable aux religions, alors bien entendu aux grandes religions, la religion catholique, la religion protestante, la religion juive. Les rabbins, les curés, les pasteurs sont des agents de l'État. Et cela simplifie considérablement les choses pour ces différentes religions, car leur salaire en grande partie provient de leur statut de fonctionnaire.
Maintenant, il est vrai que dans ce qu'on appelle la vieille France, donc en dehors de l'Alsace et la Moselle, ce régime n'existe pas, mais les communautés parviennent parfaitement à subvenir à leurs besoins. Mais c'est vrai que ce régime concordataire simplifie grandement les choses pour ces différentes religions. Alors pour à la fois avoir des relations assez suivies avec la mairie de Strasbourg et la mairie de Paris pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, notamment la gestion de la Grande Pagode, je peux témoigner vraiment que les relations entre les pouvoirs publics et les cultes sont vraiment plus apaisés, en Alsace en tout cas. Cette lecture de la laïcité qui peut être à un moment donné quand même lue, disons, ou interprétée avec plus ou moins de rigueur, prête parfois à des situations un peu ubuesques, notamment au niveau de la mairie de Paris, où les choses peuvent être culturelles à un moment donné, basculer dans le cultuel sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, ou le contraire d'ailleurs. Et en fait, on joue beaucoup avec cette ambiguïté en permanence, et ça fait des choix qui sont parfois mal compris de part et d'autre. Voilà. À titre d'exemple pratique, il y a une pagode vietnamienne qui est en cours de construction dans la banlieue strasbourgeoise, à la Vansenau, enfin la Robertso plus exactement. Et dans ce type de travaux, d'un montant de 1 500 000 ou 1 800 000 euros, la mairie de Strasbourg participe à hauteur de 10%, en plus d'un bail amphithéotique, et la région Alsace participe à hauteur de 10% également, ce qui fait que les frais engagés bénéficient, disons, de 20% d'argent public, mais c'était pour respecter ce qui avait été fait pour la construction de la grande mosquée quelques années plus tôt, où là aussi la ville et la région ont participé à hauteur de 20%. Pour ma part, pour notre part en tout cas, je pense que le concordat est une des modalités de la République laïque. Le concordat d'Alsace-Moselle est une des modalités de la République laïque qui ne s'oppose pas à la laïcité. C'est une autre manière de décliner la laïcité. Ce qu'on peut constater dans les faits, c'est qu'effectivement, le fait religieux a été mieux pris en compte et que du coup, il y a eu moins d'incompréhension probablement entre d'une part les pouvoirs publics et les cultes et entre les cultes eux-mêmes. Voilà, moi ce que je dirais pour la partie Alsace-Moselle. Merci. Moi, je voulais faire un commentaire un peu dans le même sens de ce que disait Anne Violaine, c'est que le problème, c'est pas la religion, mais c'est l'intégration de la religion, je dirais, dans l'espace public, d'une certaine manière. Et c'est une question de philosophie et de construction de rapports qui sont non ambigus entre les autorités publiques et les religions et les responsables, en fait, cultuels. Je prends un exemple un peu, d'une certaine manière, concordataire, par exemple, l'Église de Grèce, qui souffre beaucoup aujourd'hui de cette situation où l'État en fait paye les prêtres, les fonctionnaires, et donc ça crée à la longue parfois des avantages, parfois des inconvénients. Mais le problème c'est pas le régime concordataire ou une laïcité un peu à la jacobine. Le problème c'est la manière dont on conçoit les relations entre les pouvoirs publics et les religions, et dont on conçoit l'intégration du fait religieux à l'intérieur même de la société. Soit on cherche à le garder à distance, soit on cherche à faire une intégration qui est plutôt harmonieuse et de coopération. Et c'est ça, à mon sens, tout l'enjeu. Je pense que la laïcité en France a à son avantage une évolution tout au long du XXe siècle. Et on a vu qu'au niveau du droit positif et au niveau des arrêts du Conseil d'État, il y avait des évolutions qui sont intéressantes. Mais à chaque fois, on sent qu'il y a parfois des rechutes
qui font que tous les acquis et les évolutions qu'on a parfois retombent à travers cette ambiguïté, cette dualité qui continue à exister. Si je donne une image peut-être un peu de la situation, c'est comme si on a eu une naissance, mais on a oublié de couper le cordon ombilical. Et donc quelque part, on est un peu dans cette situation où on est rattaché et pas rattaché. Ce qu'a cité Jean-Daniel tout à l'heure sur cette disposition qui ne concerne que les associations cultuelles. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ça ne concerne que les associations cultuelles. Donc, il y a toujours des ambiguïtés comme ça qui, par moments, reviennent. Et ça crée beaucoup d'incompréhension et de mésintelligence. Alors que on peut le constater sur la durée, tout au long du XXe siècle, que ce soit dans le cadre du rapport Machelon ou dans le cadre, par exemple, du groupe juridique interculte. On a travaillé en très bonne intelligence pendant 3 ans, pratiquement, dans le cadre du ministère de l'Intérieur, et ça promettait beaucoup, parce que pour nous, c'était un forum dans lequel on n'était pas dans des relations bilatérales, on était dans des relations multilatérales, mais avec les autorités publiques. C'est-à-dire le fait religieux concernait les deux parties, mais non pas perçu d'une manière jacobine, c'est-à-dire de haut en bas. C'est un peu dans ce que je disais tout à l'heure de l'approche partenariale. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de voir qu'il y a la conception de l'État doit d'une certaine manière évoluer sur ces questions-là. L'approche partenariale, c'est une approche synergétique entre des acteurs de la société pour qu'il y ait davantage de convergence entre eux. On le voit très bien, par exemple, le développement des projets publics-privés, par exemple. Ça, c'est une approche partenariale, parce que l'État n'arrive plus aujourd'hui sur beaucoup de sujets à être le seul ordonnateur, exécuteur et donc, le fait religieux en fait partie de ces questions régaliennes, de ces questions qui sont hyper sensibles, hyper importantes pour la société, dans lesquelles le besoin d'une vraie approche partenariale est de plus en plus important. Et in fine, peu importe les dispositions du Concordat ou d'une laïcité un peu de l'intérieur, c'est cette question-là qui nécessite d'être tranchée, à mon sens. Merci.